C'est rien ça, l'argent. Fin avril 1973, cité des Anacères à Cuba, où nous habitons, chez l'épicier tard le soir alors qu'il fait déjà nuit. Vu l'heure tardive, je suis la seule cliente. Mes achats terminés, je sors mon portefeuille pour payer. Afin de m'assurer de mon nombre de billets, je le pose devant moi sur le comptoir. Avant que j'aie eu le temps de réaliser quoi que ce soit, avant que le bruit de course que j'ai entendu derrière moi ne m'ait été restitué par mon subconscient et interprété par mon cerveau, un type est entré derrière moi dans la boutique, a prestement attrapé mon portefeuille et s'est enfui avec. Quand je tilte, je m'élance sans réfléchir, comme une folle, à sa poursuite, au travers des rues entre les immeubles de la cité, puis au travers du terrain vague qui la jouxte. Les quelques personnes que j'essaie au début de mon parcours de rallier à ma course suivent mollement, avec le désir évident de ne pas s'en mêler, et ils m'abandonnent carrément à l'orée du terrain vague. Me voilà seul. Le voleur a un peu d'avance sur moi, et, arrivé en pleine obscurité au milieu du terrain, mon cerveau me souffle que quand même, si je le rattrape, il sera plus fort que moi, et que je risque de passer un mauvais moment. La peur me prend, ou la raison me revient, au choix, et je fais demi-tour. Je ne suis, bien sûr, pas heureuse de m'être fait piquer 74 dinars, à la louche une petite centaine d'euros maintenant, mais la perspective de faire refaire ma carte consulaire, mon permis de conduire et tous mes papiers dans ce pays où entreprendre des démarches administratives est un calvaire assuré, me plonge dans un désespoir profond. J'interroge d'abord l'épicier. Puisqu'il a vu le voleur de face, il a dû le reconnaître. Seulement l'épicier veut bien témoigner pour vol, mais il refuse obstinément de se rappeler le visage en question. Dans le magasin d'à côté, dont la porte communique avec l'épicerie, un groupe d'employés du magasin, de 1 ou de 2 badauds et de quelques nouveaux clients, s'est rapidement formé. Les nouvelles circulent vite. À force d'interroger, j'apprends que mon voleur n'en est pas à son coup d'essai, qu'il habite à Dar el Afia, la cité d'à côté, à quelques centaines de mètres, et qu'on le surnomme Chen. Il a 16-17 ans et il est chômeur. Un garçon, le fils du cordonnier, me dit pouvoir le reconnaître, mais ne pas savoir exactement où il habite. À force de persuasion, ce garçon me promet de répéter la même chose à la police et accepte de me donner sa propre adresse. C'est alors que l'un des employés de l'autre épicerie s'avance et me dit qu'une délégation d'hommes vient de partir avec le patron pour fouiller les environs. Il nous dit aussi de rentrer chez nous et de venir voir à 9 heures s'il y a du neuf. Ne voyant pas ce que je peux faire de plus dans l'immédiat, et comprenant qu'ils ont une idée derrière la tête, je regagne l'appartement où je raconte à Rémi ce qui vient de m'arriver. Le temps de redescendre et de prendre la voiture pour aller au commissariat, le même employé de l'épicerie, celui au pull blanc, nous fait signe de nous arrêter. Il parle très mal le français et un dialogue de sourds s'instaure entre lui et nous. Pull blanc, la main sur la portière de la 2 chevaux. Alors, on va là-haut? Nous, à côté de la plaque. Vous voulez que nous vous emmenions quelque part? Pull blanc. Eh oui, nous. Vous venez avec nous au commissariat? Pull blanc. Ah, tu veux aller à la police? Eh bien, si tu le veux, allons à la police. Nous. Vous connaissez un autre moyen de récupérer le portefeuille? Pull blanc. On ira voir là-haut. Nous. Point d'interrogation. Au commissariat, le policier de garde ne veut s'occuper de rien, car il assure seulement une permanence de nuit, et, malgré notre insistance, il nous dit de repasser le jour suivant.
Pull blanc. Je te l'avais bien dit. La police, ils font rien. Pour ennuyer les braves gens, là, d'accord. Mais quand il y a une bagarre, ils ne s'arrêtent surtout pas. Nous, commençant à comprendre de quoi il retourne. Et maintenant, nous allons là-haut? Pull blanc. Oui. Nous. À Dar el Dafia? Là où habite Shen? Pull blanc. Oui, l'argent, c'est rien, ça. C'est les papiers qui sont importants. Nous. Vous pensez qu'il serait possible de récupérer les papiers? Pull blanc. Oui, oui, mais l'argent, c'est rien du tout, ça. Nous avons maintenant compris que Shen n'est pas seul dans le coup et que ceux qui sont partis avec lui en délégation sont ses complices, ainsi que Pull blanc, que nous transportons. Est-ce lui qui a prévenu Shen qu'il y avait une femme seule à l'épicerie? Ça, nous ne le saurons jamais. Pull blanc nous fait arrêter devant un café et nous dit d'attendre dans la voiture. Pendant ce temps, Rémi et moi engageons des paris sur le partage des parts. Au bout d'un moment, il ressort du café avec un groupe d'hommes qui restent à l'arrière-plan. Il vient nous dire que Shen est bienvenu, mais qu'il est sorti du café maintenant et qu'ils vont aller chez lui. Il nous commande d'éteindre nos phares. Il semblerait que certains de la bande ne souhaitent pas être reconnus. Nous obtempérons. Un certain temps après, revoilà l'équipe avec un type de plus. Shen bien sûr. Pull blanc vient vers nous alors que les autres s'engouffrent dans le café. Pull blanc. Écoute, tu vas retrouver tes papiers. Lui gardera l'argent. C'est rien l'argent. Comme ça tout le monde est content. Nota bene, j'ai oublié de préciser que Pull blanc m'a bien demandé une dizaine de fois depuis le début de l'aventure combien il y avait d'argent dans le portefeuille. Pour l'instant, grosse mise en scène. Ils sont tous à l'intérieur et le café est bouclé. Une sentinelle devant monte la garde. Nous devons garder les phares éteints. Nous avons l'impression de vivre un film policier. Notre homme revient. Pull blanc. Écoute, vous allez rentrer tous les deux à l'épicerie et attendre là-bas. Nous, on va y aller à pied. Il ne faut pas regarder. Moi, au risque de tout gâcher, pour ne pas voir la tête du voleur, vous êtes bien organisé. Pull blanc, un peu bêtement. Oui, c'est ça, il faut pas que tu le vois. Rémi et moi rentrons donc, comme deux grands, l'humeur maussade, rejoindre les autres épiciers qui attendent. Nous faisons bien comprendre au patron que nous ne sommes pas dupes. Nous ne savons pas trop si lui-même fait ou non partie de la combine. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas que ce soit trop grave pour nous et risquer de perdre ses clients. L'attente nous semble longue. L'épicier nous explique alors que Shen a l'habitude de procéder de la façon suivante, maintenant très bien rodé. Tout en courant dans le terrain vague, il trie au toucher tout ce qu'il trouve dans le portefeuille et jette pendant sa course tout ce qui n'a pas un toucher de billets ou pièces de monnaie. Comme seul l'argent l'intéresse, et comme l'épicier ne veut pas souffrir du trop grand mécontentement de ses clients, son équipe ratisse ensuite le terrain vague, de nuit, pour retrouver les documents jetés. Un peu plus tard, je récupère donc de la main de Pull blanc, mon portefeuille, une poignée de cartons froissés qui, une fois dépliés, reprennent plus ou moins l'allure de divers papiers d'identité, ma montre et même quelques pièces françaises qui traînaient là. Seuls manquent les dinars. On s'assure que j'ai bien récupéré tout le reste. Travail bien fait. On serait presque copains. C'est alors que nous avons, avec Pull blanc, cette conversation étonnante. Pull blanc, tu m'avais bien dit qu'il y avait 74 dinars à l'intérieur, et Shen dit qu'il n'y en avait que 24. Moi, ah, il a dit ça. Eh bien, il a oublié de vous déclarer le billet de 50 dinars. Pull blanc, il y avait un billet de 50 dinars. Moi, oui, c'est certain. Pull blanc, ah, il ne l'a pas déclaré. Merci, madame, merci bien, madame. Nous avons été troublés, le lendemain matin, par la réaction de Pull blanc, lorsque Rémi est allé dire à l'épicerie que nous avions retiré notre plainte déposée au commissariat. Il nous a totalement désapprouvés en disant « C'est malheureux, on connaît son nom et son adresse et on doit le poursuivre. » Notre premier mouvement de stupéfaction passé, nous avons pensé qu'il voulait peut-être rendre service à Shen. Nous nous sommes alors rappelés que, lorsque nous étions allés la veille avec lui au commissariat, il avait dit dans la voiture « S'il se fait prendre, il est content,
parce qu'en prison, au moins, il peut dormir, boire et manger. Il est mieux que chez lui. Du coup, nous nous sommes sentis fautifs. J'ai aussi reçu une leçon en bonne et due forme de notre épicier, qui m'a dit qu'on ne posait pas son portefeuille imprudemment comme ça sur un comptoir. Mais enfin, aurait dit Gaston Lagaffe. Bref, il a bien fallu se remettre rapidement de l'aventure, car le lendemain même de cette soirée mouvementée, nous arrivaient le matin Cécile et Claude, nos amis de Brioux, et en prime Bernard, le cousin de Rémy, pour le dîner. Sans compter que Rémy travaillait. Alors, nous sommes passés à autre chose, d'autant qu'un voyage à Gardaïa, avec nos amis, nous attendait et allait nous faire vivre d'autres aventures. Mais ça, nous l'ignorions encore.